Et pour le Zoom de ce soir, nous recevons Alain de Peretti. Bonsoir monsieur, merci d'être parmi nous. Vous êtes président de l'association Vigilance Halal, vous êtes également vétérinaire, donc vous parlez en connaissance de cause. On a vu récemment l'image des professionnels de la viande largement écornée à cause de différents scandales dénoncés dans différents abattoirs, y compris des petits abattoirs. Finalement, vous dites quelque part que c'est un peu la fin du règne halal. Alors pourquoi vous faites un rapport entre les deux? Alors, j'aimerais bien que ce soit la fin du règne halal. Malheureusement, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais nous avons découvert, par nos recherches, que ces abattoirs donc, allaient le revendiquer de faire du halal. Mais par contre, le Vigan et Mauléon, c'était quelque chose qui restait caché. Et nous avons fait une enquête et nous avons vu que ces abattoirs, maintenant, faisaient du halal. Alors qu'ils étaient bio, label rouge, etc. Donc, il y a quand même... Alors, notre thèse, je la résume par une image. Le halal, c'est un fruit pourri qu'on met dans un panier de fruits sains et qui contamine tout le reste. C'est-à-dire que les images chocs qui sont sorties de ces abattoirs sont le fruit de l'introduction d'une méthode qui ne respecte pas les animaux et qui a faussé la perception que peut avoir le personnel de ces abattoirs de la souffrance animale et du respect dû à l'animal. Donc finalement, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que le halal était avant une pratique marginale et que peu à peu, elle s'est immiscée de plus en plus dans les abattoirs traditionnels. Voilà, puisque à telle enseigne qu'on dit qu'il y a plus de 60% maintenant de la viande qui est halal. Donc c'est quelque chose qui nuit grandement à l'image de marque des bouchers, ce qui nous a donné l'idée, donc depuis début janvier, de concevoir une campagne pour une viande traditionnelle, viande française traditionnelle, qui serait justement conforme à toutes nos traditions. Et d'ailleurs, nous avons fait un petit document qui montre depuis, avec des peintures ou des gravures d'époque, que de tout temps à jamais, depuis le IIIe siècle en tout cas, en Europe, nous avons étourdi les animaux avant de les saigner pour les consommer. Donc c'est notre tradition et nous tenons à cette tradition. Peut-être que pour les téléspectateurs, il serait bon de rappeler quelles sont les différences les plus évidentes, en tous les cas, entre un abattage traditionnel et un abattage rituel. Alors dans l'abattage traditionnel, l'animal est assommé, donc anesthésié, ce qui fait qu'il ne bouge pas. Inconscient, finalement. Inconscient. Il est inconscient, ce qui fait qu'après, il est suspendu, il est saigné de façon très propre et très précise avec 2 petites incisions qui ne coupent que les vaisseaux, et il ne touche pas le sol, bien entendu. Donc au moment de la saignée, on peut ligaturer l'œsophage, et on peut, dès qu'il est mort, parce que c'est le saignement, bien sûr, l'exsanguination, comme on dit, qui provoque la mort, et donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où il est mort, on peut finir de préparer la carcasse, c'est-à-dire éviscérer, enlever la peau, etc., préparer, nettoyer. Donc ça c'est l'abattage traditionnel. Et puis l'abattage halal, donc qui consiste à tuer l'animal, et c'est là où il y a la grande différence. Non seulement il n'est pas étourdi, il n'est pas insensibilisé, mais en plus il subit un égorgement large qui coupe toutes les structures, y compris la trachée et l'œsophage, alors que les lois et règlements donc, en Europe obligent à épargner la trachée et l'œsophage pour des raisons d'hygiène. C'est-à-dire qu'en plus de la souffrance animale, vous avez donc une dérogation aux règles d'hygiène qui est accordée pour la pratique d'un culte. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur les images, en fait, quand les vaches ont la tête coupée, en gros, des oreilles aux oreilles, presque. Des oreilles aux oreilles, et l'animal, on voit bien sur ces photos qu'elles n'ont pas été étourdies, puisque même suspendues, elles cherchent à se relever la tête, alors qu'elles ont la moitié du cou qui est sectionné. Donc c'est des images qui sont insoutenables, et on ne comprend pas comment on a laissé s'introduire ce genre de pratiques, et qui sont absolument anormales. Et je relève d'ailleurs que si l'organisation L214, qui fait un bon travail en dénonçant ces pratiques, bien entendu, mais par contre, il y a quand même une certaine forme je dirais, de malhonnêteté intellectuelle, puisqu'ils oublient de dire systématiquement que ce sont des abattoirs halal. Et c'est le halal qui a introduit ça. Donc là, vous voulez dire que dans tous les abattoirs qui ont été dénoncés récemment, était pratiqué systématiquement l'abattage halal? Tout à fait. Tout à fait. Donc il y avait même une autre vidéo qui avait été tournée par eux à l'abattoir Charal de Metz, où, pareil, quand on regarde les images, quand on est connaisseur, on voit que l'égorgement a été pratiqué d'une oreille à l'autre très large et qui sont vraiment le signe de l'abattage halal.
Alors si je peux me permettre, je vais faire l'avocat du diable. On a vu dans un des premiers abattoirs qui ont été dénoncés, il me semble que c'était celui d'Alès, on voyait des cochons qui étaient mal étourdis avec du monoxyde de carbone, si je ne m'abuse. Bon, le cochon, on ne peut pas suspecter que ça soit de l'abattage halal. Tout à fait. Mais Alès fait 70% de halal. Donc, quand ils tuent des cochons, je pense que pour eux, c'est le cadet de leurs soucis qu'ils soient insensibilisés ou pas. Oui, vous voulez dire que ce n'est pas le gros de leur chiffre d'affaires? Ce n'est pas le gros de leur chiffre d'affaires, et de toute façon, comme ils sont habitués à la souffrance animale pour toutes les autres espèces, hein, donc les bovins et les petits ruminants, hein, ils n'en ont rien à faire de la souffrance des chevaux, puisqu'à Alès aussi on voit des chevaux. Il y a une accoutumance. Et bon, j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas eux les plus critiquables, le personnel, hein, parce qu'ils sont obligés de s'accoutumer à la violence et à la souffrance animale. Oui, alors ça c'est très intéressant, c'est en cela que vous dites peut-être que le fruit pourri contamine le reste, c'est que vous expliquez que finalement, quand on pratique l'abattage halal, on est obligé de s'accoutumer à une forme de violence vis-à-vis des animaux, même si, bien entendu, je pense que vous n'expliquez pas que les abattoirs à la base sont des lieux de paix et de sérénité, hélas, malheureusement, mais vous dites que de ce fait, tous les opérateurs d'un abattoir, quand ils sont habitués à pratiquer le halal, ils s'accoutument d'une certaine manière à la souffrance animale régulière. C'est ma thèse, je la défends, et avec quand même des bases solides. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est le deuxième volet de nos propositions, c'est de proposer, et ça on n'en parle pas en France on aime bien les débats idéologiques qui ne débouchent sur rien. Hein, c'est-à-dire que d'un côté, on a des industriels sans scrupules qui pensent que le halal c'est l'alpha et l'oméga, l'Eldorado sur lequel ils vont gagner de l'argent. D'un point de vue économique, c'est incontestable qu'il y a des avantages. Voilà, parce qu'il y a un marché en progression. Et que la chaîne d'abattage est plus rapide puisqu'une étape est retirée. Et surtout, question logistique, parce qu'un abattoir qui fait les deux, c'est très compliqué de passer d'une chaîne à l'autre, il faut nettoyer, c'est un process différent. Donc on fait tout en halal, c'est plus pratique. Et de l'autre, donc il y a ces industriels, de l'autre des gens qui sont des extrémistes végétariens, hein, qui veulent la fermeture de tous les abattoirs. C'est-à-dire, comment vont-ils pouvoir négocier avec ces industriels la fin de leur activité. La fin de leur activité pour le bien-être des animaux. Je pense qu'avant qu'il n'y ait plus d'abattoir, il passera de l'eau sous les ponts, et qu'une vision pragmatique est nécessaire. Et un de nos combats qu'on voudrait mettre sur la table en France, donc on aime bien ces débats purement idéologiques qui débouchent sur rien, c'est de mettre en pratique les travaux du professeur Temple Grandin aux États-Unis, qui a débouché sur l'équipement de plus de 50% des abattoirs des États-Unis et du Canada, de systèmes qui permettent justement à l'animal de ne pas être stressé quand il arrive au poste d'abattage, bien sûr, par étourdissement obligatoire. Et alors, donc, on va peut-être revenir quand même sur ce personnage particulier, Temple Grandin, justement. Donc, on peut rappeler rapidement, c'est une femme qui était autiste jeune et qui a développé des connexions très importantes avec les animaux. Il paraît que quand on est autiste, on le reste toute sa vie. Ce qui ne l'a pas empêché de faire de devenir évidemment professeur d'université, notamment en comportement animal. Et elle s'est rendue compte, avec le temps, qu'elle voyait, qu'elle ressentait ce que ressentent les animaux. Les animaux n'ont pas du tout la même perception que nous, que les gens normaux, puisqu'elle a la même perception que les autistes, ou que certains autistes, puisqu'il y a plusieurs formes d'autisme. Et donc ça l'a amenée à, quand elle est rentrée dans un abattoir, elle a été horrifiée, et elle a compris que les animaux étaient sensibles à certaines choses qu'on ne voyait pas, nous. C'est-à-dire, ça peut être un tablier qui est posé sur une barrière, ça peut être un ray de lumière qui passe par une fenêtre, ça peut être le sol glissant qui fait qu'il a une sensation d'insécurité, puisque l'animal est à la limite plus sensible à la peur, à l'émotion, qu'à la douleur. Elle explique que justement, pour des raisons de développement cérébral, notamment des lobes frontaux, ils sont démunis par rapport à la peur, alors que nous sommes capables d'analyser les causes de la peur. Et par contre, la douleur,
la douleur. L'animal est capable de supporter des douleurs importantes sans que ça semblerait ne pas les gêner autant que... Oui, d'une intensité moindre par rapport à l'être. Voilà. Donc finalement, c'est une forme d'éthologie appliquée pour le bien-être animal, bien-être entre guillemets évidemment, dans les abattoirs. C'est vrai qu'on a toujours un peu scrupule à utiliser ce terme de bien-être, mais bon, ça fait partie des... Et donc, ce que je constate, c'est qu'aux États-Unis, encore une fois, c'est sans doute le pragmatisme anglo-saxon. On n'est pas parti dans des élucubrations extrémistes, ni d'un côté ni de l'autre, puisque, je rappelle, c'est un terme qui me glace le sang, l'industrie de la viande utilise pour la viande le terme de minerai, ce qui est proprement scandaleux. Bon, je cite ça pour mémoire, parce que c'est quand même révélateur aussi. Donc minerai, finalement, c'est tout ce qui est un peu des déchets de viande, quelque part. Non, la viande elle-même. Même la viande normale. Avant qu'elle soit conditionnée, préparée, etc. C'est du minerai. Alors, on va revenir au côté positif de tout cela. On a vu que le gouvernement a décidé, enfin surtout Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, a décidé de lancer une commission d'enquête dans les abattoirs avec des conditions qui semblent difficiles à tenir, puisqu'il voulait que chaque abattoir soit visité au moins une fois dans le mois, ce qui serait très étonnant, puisque jusqu'ici ça n'a jamais été fait. Néanmoins, on voit que le problème est posé. Vous, de votre côté, vous essayez d'agir sur ce type d'initiative? Alors, donc d'une part, nous allons essayer de participer, si c'était possible, à cette commission d'enquête. J'ai suggéré donc à un député qui en fait partie un député Les Républicains. Les Républicains, voilà. De faire partie de cette commission, enfin d'être auditionné par la commission d'enquête. Mais surtout, nous avons envie de sortir un petit peu par le haut et avec des propositions positives. Et c'est pour ça que nous avons lancé une grande campagne qui est en cours actuellement et qui devrait devenir pérenne, qui est la campagne donc pour une viande française traditionnelle. Traditionnelle puisque dans notre tradition, nous avons toujours étourdi les animaux et nous avons toujours essayé de le faire le plus proprement possible. Je parle au niveau de l'hygiène. Et cela a commencé au mois de janvier par le lancement d'une pétition par un de nos sympathisants, qui a recueilli 40 000 signatures à ce jour, et qui continue à prospérer. Et ensuite, nous avons envoyé un courrier papier à 10 000 bouchers artisanaux, en leur disant « Votre sort est entre vos mains. Vous avez une image de marque qui se dégrade, vous devez prendre votre sort en main, et vous engager à nos côtés à ne commercialiser que de la viande abattue avec étourdissement. Donc non halal. Et nous avons déjà à ce jour 350 bouchers, ce qui est quand même assez remarquable. Et on reçoit toujours de nouvelles adhésions. Nous leur avons fourni une petite affichette. Finalement, vous essayez de mettre en place presque un espèce de label. Un espèce de label, c'est le début d'un label. On est en train de réfléchir, il portera un autre nom, bien entendu. Et donc ces bouchers, nous appelons surtout, on a envoyé donc à tous nos contacts mail, il y en a donc une 50 000 adresses mail et puis des contacts aussi postaux. Nous avons envoyé donc une lettre en leur disant « Prenez, là aussi, pour le consommateur, prenez votre sort en main. N'attendez pas, comme toujours, en France, on attend que ça tombe d'en haut. Personne ne fait rien. Donc, allez voir votre boucher. S'il n'a pas la petite affichette, demandez-lui pourquoi il n'a pas la petite affichette. Nous vous enverrons des affichettes. Envoyez-nous les noms des bouchers qui vont adhérer, et de manière à multiplier, à exercer une pression psychologique sur le système, afin que la commercialisation de viande française traditionnelle devienne un argument commercial. Alors moi j'aurais juste une question par rapport à tout cela. On a le sentiment, on nous explique très fréquemment dans les médias que finalement aujourd'hui le consommateur n'a pas de réel moyen de connaître exactement ou avec exactitude la traçabilité de la viande. Est-ce que le boucher, lui, en revanche, peut être certain que la viande a été abattue selon les principes traditionnels, on va dire, ou selon les principes halal? Hélas, non. Il y a une grosse zone d'incertitude. Il y a une liste d'abattoirs qui est fournie par l'OABA
qui a une certaine pertinence, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des abattoirs qui étaient passés au halal qui figuraient sur la liste blanche. Donc c'est pas entièrement fiable, mais nous prenons le pari que si la pression que nous exerçons est suffisamment forte, des abattoirs peuvent être tentés de faire machine arrière. C'est-à-dire qu'il faut inverser la pression. Il y a eu une pression communautariste exercée par les musulmans en France, largement accompagnée par l'État, puisque j'ai les témoignages notamment d'éleveurs qui, dans le cadre de circuits courts, ont créé, donc en Gironde, un abattoir, et ils avaient déjà des boucheries pour avoir maîtriser l'ensemble du circuit. Et le directeur de ce groupement m'a dit que la préfecture leur avait demandé d'avoir un poste d'abattage halal pour une question de service public. C'est-à-dire que l'abattage halal est un service public. Donc finalement, presque, on a l'impression que pour avoir le droit d'ouvrir un centre d'abattage, il faut obligatoirement proposer un abattage halal. Voilà, et on en est là maintenant. Et c'est quelque chose que j'estime particulièrement grave, à la fois pour la laïcité, et puis parce que ça ne correspond pas forcément, d'une part, à un besoin commercial, ni même à une volonté de ces groupements d'éleveurs, puisque une des solutions aussi que nous préconisons pour sortir de la crise, c'est de revenir à des circuits courts, où on peut identifier tous les partenaires et éviter justement les dérives qu'on a constatées dans les scandales de la viande, depuis l'histoire des lasagnes à la viande de cheval, etc. Alors là, c'est pas l'abattage rituel qui est en cause, mais c'est tout un mode de commercialisation et de fabrication aussi que nous refusons. Pour sortir de tout ça, justement pour avoir une viande traditionnelle, il faut des élevages locaux, des circuits courts, et sortir de cette... C'est ce que je dis d'ailleurs à tous mes interlocuteurs, arrêtez d'acheter de la viande en barquette dans les supermarchés. Allez voir votre boucher, et là vous pourrez avoir une véritable maîtrise, plus de maîtrise, et justement influer sur lui en disant, si vous ne me garantissez pas que la viande provient d'un animal abattu de façon traditionnelle, je n'achète plus de viande chez vous. Donc au final, ce que vous préconisez, c'est la responsabilisation et des professionnels de la viande et des consommateurs. Et des consommateurs, voilà, tout à fait. Nous devons, étant donné que dans ce domaine comme tant d'autres, on a tous l'impression d'être abandonnés, d'être lésés à notre sort, notre triste sort. Donc il y a deux solutions, où on se lamente et on se retire dans sa tour d'ivoire, ou on agit donc, mais de façon pacifique, de façon calme, responsable, c'est ce que nous proposons, et de façon positive pour justement avoir des solutions pour sortir de cette crise, parce que, qu'on le veuille ou non, même si on est végétarien par choix personnel et par goût, et je le conçois tout à fait, mais de toute façon, il y aura toujours des consommateurs de viande. On ne peut pas, sauf passer dans un régime dictatorial, donc sortir de cela, avec des conséquences quand même, notamment moi personnellement, en tant que vétérinaire, ayant vu toujours à la campagne, ayant vu des vaches dans les prés, etc. Donc s'il n'y a plus de viande, il n'y aura plus de vaches dans les prés. Il n'y aura plus de moutons dans les prés. Donc où sera cette France des labourages et des pâturages chère à Sully, donc qui fait cette beauté de nos paysages, cet équilibre, cette harmonie qui a été aussi... Tout ça, c'est une question d'identité, bien entendu. Donc finalement, on résume, donc l'initiative des labels, entre guillemets, de bouchers traditionnels avance. On peut retrouver la liste sur vigilancehalal avec 2L.com, il me semble. Voilà, tout à fait. Sur le site, vous trouverez cette liste qui est accessible et donc qui est remise à jour en principe régulièrement avec les nouveaux arrivants. Et surtout, donc, ne vous contentez pas d'aller chercher ce renseignement. Faites aussi, c'est ce que je dis à tous nos téléspectateurs, faites aussi la démarche de visiter votre boucher, puis même d'autres boucheries. Vous vous posez la question, vous dites voilà, il y a une campagne en ce moment pour vous sauver la mise. Et d'ailleurs, nous avons aussi fait une campagne publicitaire dans Valeurs Actuelles, 3 insertions publicitaires, dans ce sens, pour justement faire la promotion d'une boucherie traditionnelle, donc respectueuse justement des traditions culinaires, d'élevage et de commerce, voilà, dans notre pays.
Parfait, bien merci beaucoup Alain de Peretti, je vais essayer de ne pas mourir avant la fin de la journée. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Élise donc de ce tour d'horizon sur un point qui me tenait particulièrement à cœur. Merci à vous.